Bonjour et bienvenue à tous. On va essayer aujourd'hui de faire un petit bilan par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va essayer de voir finalement à quoi ça sert tout ça. À quoi servent ces différentes réflexions. C'est l'entraînement de l'esprit. On essaye d'entraîner notre esprit, d'essayer de cultiver une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective. Donc on va essayer de voir que finalement c'est la racine de l'enseignement du Bouddha, c'est d'essayer de cultiver de nouvelles attitudes ou essayer d'entretenir des attitudes saines. Parce qu'on peut voir dans notre situation actuelle beaucoup de difficultés. Le changement climatique, euh, une sorte de course désespérée vers un progrès qui ne tiendrait pas compte des ressources limitées que nous avons. On aurait tendance à se dire qu'on a toujours un plan B, un plan C, etc. Et donc, ça engendre une forme d'indifférence ou une forme d'ignorance par rapport à notre situation actuelle. On a aussi différentes difficultés qui se rajoutent à ça, comme la pandémie, avec beaucoup de personnes qui souffrent énormément, qui perdent leurs proches, qui sont désespérés, qui sont seuls, qui ne savent pas, qui ont peur, qui sont désinformés. Il y a beaucoup de désinformation aussi sur Internet ou ailleurs. Et aussi beaucoup d'injustices, des injustices sociales, beaucoup d'inégalités euh, qui sont dues à certains systèmes de pensée totalement oublieux du sort de nos contemporains. Et donc, imaginons que ce soit une forme d'hydre, toutes ces difficultés-là, tous ces problèmes. Si on tranche une tête, il y en a deux qui repoussent, ou trois, ou quatre, etc. Donc, on peut bien sûr essayer de se dire qu'il faut essayer de gérer les difficultés à l'extérieur. C'est très, très important. C'est aussi ça la pratique. C'est la mise en action, l'application au quotidien. Mais il y a aussi une façon assez sage d'essayer de trouver une forme de paix intérieure, c'est de se préoccuper de ce qui se passe justement dans notre esprit. Donc imaginons que toutes ces difficultés soient un petit peu comme ces cailloux, des épines qui se retrouveraient partout, qui recouvrent, recouvrent la terre tout entière. Donc on pourrait espérer recouvrir toute cette terre emplie de cailloux, de difficultés, etc., avec une surface plane, etc. Donc ça prendrait beaucoup de temps. C'est ce que dit Shantideva dans le Bodhisattva Charavatara. Elle dit où trouver assez de cuir pour couvrir la surface de la terre, pour se protéger des épines, des cailloux, etc. Il dit porter de simples semelles équivaut à recouvrir la terre entière. On a exactement le même résultat si on essaie de prendre soin de notre atmosphère intérieure, si on essaie de transformer notre perspective, d'obtenir une façon plus vaste de penser. Et donc c'est exactement ce principe-là de l'entraînement de l'esprit pour pouvoir être suffisamment autonome dans l'existence, malgré les difficultés. On pourrait peut-être même dire grâce aux difficultés, utiliser les difficultés à notre avantage. Donc ça demande beaucoup d'entraînement, mais ça équivaut justement à porter des semelles. On peut être à l'aise plutôt partout où on va. Et donc, ça nécessite une pratique méditative. La méditation, il y a énormément de choses qui sont dites sur la méditation. Parfois, on pourrait confondre la méditation avec une posture particulière, comme dans certains types de yoga, etc., qui ne sont pas à négliger, qui existent aussi, mais qui ne résument pas la méditation. Parfois, on aurait tendance à se dire que la méditation, c'est simplement ne penser à rien, comme si c'était possible. Et donc, on a beaucoup de choses qui sont proposées par rapport à la méditation, par rapport à l'entraînement intérieur. Il faut essayer de développer son esprit critique, essayer de euh, passer en revue certains types de méditation et voir ceux qui sont cohérents, ceux qui fonctionnent, ceux qui sont utiles sur le court terme et surtout sur le long terme. C'est très important de faire des petits bilans de temps en temps, de faire un- un inventaire de notre situation intérieure. Est-ce qu'on est plus détendu? Est-ce qu'on est plus ouvert? Est-ce qu'on est plus critique? Est-ce qu'on est plus euh, chaleureux, affectueux?
Est-ce qu'on a développé des qualités humaines? Est-ce qu'on est plus heureux? Grâce à la méditation, grâce à l'entraînement de l'esprit. C'est très important, très important. Sinon, on pourrait se tromper et imaginer que la méditation, c'est simplement être indifférent par rapport à ce qui se passe autour de nous et d'essayer de vivre dans notre petite bulle individuelle, etc. C'est pas tout à fait ça. Donc la méditation, l'entraînement à la méditation, il y a énormément de possibilités. On peut méditer par exemple sur la nature de l'esprit pour essayer d'obtenir plus d'espace, de disponibilité intérieure. On peut méditer sur l'altruisme, les différents types d'altruisme, la compassion, la bienveillance, la responsabilité universelle, etc. On peut méditer sur la vacuité, l'impermanence, les 4 nobles vérités, les différentes instructions qui sont destinées aux différents types d'individus dans les étapes de la voie vers l'éveil. Il y a énormément de méditations différentes. Il y a la focalisation en un point, il y a la méditation analytique. Donc tout ça est très important. Il est très important bien sûr, si on est intéressé par tout ça, de réunir de l'information, d'avoir un contenu informatif, de savoir ce qu'est exactement la méditation, l'entraînement intérieur, quelles sont les différentes méthodes, quels sont les différents supports, etc. Donc c'est très important. Pas simplement se dire je vais méditer, je vais essayer de me transformer sans avoir de contenu. Ce serait presque impossible. Et donc, en fait, on peut essayer de relativiser notre regard sur les choses grâce à la méditation, voir qu'en effet, il y a des inégalités sociales, de genre, économiques, etc. Mais il y a aussi de l'entraide. Nombre de nos contemporains sont très, très altruistes. La plupart des êtres humains naissent altruistes. Et on peut entretenir, développer l'altruisme, au lieu de l'entraver par des discriminations exacerbées, moi, eux, mon clan, mon pays, leur pays, etc. etc. L'entraide existe, elle peut se développer. L'affection existe, elle peut se développer. On peut cultiver délibérément ces états d'esprit altruistes, bienveillants, compatissants, compréhensifs, affectueux. On peut développer ça. On peut l'entretenir délibérément, ne pas se satisfaire d'une simple qualité d'altruisme extrêmement limitée qu'on pourrait avoir, mais se dire qu'il est toujours possible de le développer encore, encore et encore. On peut développer ce sentiment de justice, développer l'esprit critique, essayer de voir que nous méritons tous d'être heureux. Qui que nous soyons, nous souhaitons être heureux. Nous avons différentes formes de compréhension de ce que représente le bonheur. Mais d'une manière ou d'une autre, la justice existe et l'être humain a une certaine propension à la justice. On voit ça chez les tout petits déjà, avec les études en psychologie moderne. On a accès à l'information. On peut essayer justement, grâce à Internet, c'est un outil magnifique qu'on peut apprendre à utiliser, essayer de faire la part des choses. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'intox aussi. C'est l'ère de l'information actuellement. Et donc il faut pouvoir utiliser cet outil de l'information avec le sens critique, avec suffisamment d'ouverture, et utiliser donc cette information pour développer notre sagesse, notre compréhension de la situation telle qu'elle est. Et l'éducation, on peut aussi prôner une éducation éclairée, on peut essayer de s'éduquer soi-même, à observer, à essayer de développer le sens critique. On peut partager ses sentiments avec les autres, ses valeurs avec les autres, etc. Et bien sûr, toujours dans la compréhension mutuelle, essayer de voir que toutes les personnes ne sont pas nécessairement réceptives, mais beaucoup de gens sont ouverts au dialogue. On peut toujours essayer de dialoguer, d'essayer de développer la compréhension mutuelle, même s'il y a des désaccords au point des types de vues qu'on pourrait avoir. Il n'empêche qu'on peut apprendre à vivre ensemble, on peut développer les comportements prosociaux et on peut aider les autres à le faire. Et donc, on retrouve cette image du lotus ici.
qui était au début de cet épisode-là, parce que justement, c'est un symbole incroyable de voir qu'en effet, il y a des difficultés. En effet, on ne peut pas faire l'autruche et se dire non, tout va bien, etc. Il y a des difficultés, même si pour nous, en tant que personnes qui avons suffisamment de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se loger, etc., ça va à peu près bien pour nous, mais ce n'est pas nécessairement stable. Nos situations, quelles qu'elles soient, sont toujours très précaires. Il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Et la plupart du temps, ça arrive à nos contemporains. Tous nos frères et sœurs humains, non humains, etc., éprouvent d'innombrables difficultés. Mais nous avons, en tant que pratiquants spirituels, la possibilité de transformer notre esprit. Le terme esprit est dans le terme spirituel. Et donc, utiliser les difficultés à notre avantage, c'est exactement ce que fait le lotus. Il naît dans la vase, mais sans vase, il n'y a pas de lotus. Il n'y a pas la fleur, il n'y a pas le parfum, il n'y a pas la couleur. Et donc, en fait, c'est ça, c'est essayer de transmuter les négativités, essayer de trouver cette pierre philosophale intérieure, essayer de voir que c'est une question de perspective. On peut entraîner notre esprit suffisamment pour grandir grâce aux difficultés. Et justement, ça demande un entraînement régulier, constant. Et normalement, si on arrive à développer ces états d'esprit, cet entraînement intérieur, régulier, constant, où on prend plaisir à transformer notre esprit, on peut avoir une existence digne d'être vécue. Regardez sa sainteté Dalai Lama qui a perdu son pays, qui a perdu beaucoup de ses proches, de sa famille, etc. Et qui est totalement au fait de la situation du Tibet, de la situation d'autres peuples, etc. Il a la tension artérielle d'un bébé. Et donc, on peut voir que c'est l'entraînement intérieur qui permet cela. Donc, ça peut nous donner du courage, se dire que nous avons tous la capacité de nous transformer intérieurement. Il n'y a pas certains qui auraient de la chance et d'autres pas du tout. On peut, en employant les méthodes appropriées qui nous conviennent à notre rythme, développer cela. Il faut développer la confiance en soi. Regardez tout ce que vous avez développé, toutes les compétences que vous avez acquises au cours de cette seule existence. C'est énorme. La plupart du temps, on l'oublie. On oublie qu'on a appris à parler, à écrire, à compter. On a appris les comportements prosociaux, etc. On a appris tout ça. Ça demande quand même un certain type de compétences. Et donc, si on a pu faire ça jusqu'à maintenant, on peut le faire encore. On peut continuer à développer nos états d'esprit sains, utiles pour nous-mêmes et pour les autres. Et donc, c'est ça l'entraînement de l'esprit. Et toute la tradition du Bouddha permet cela. On peut résumer tout ce qu'on étudie, la philo, la psycho, les différentes étapes de la voie vers l'éveil. Tout ça doit mener à l'entraînement intérieur. C'est le fondement de l'enseignement du Bouddha. En particulier, bien sûr, il y a aussi d'autres traditions qui existent et qui peuvent permettre cela selon différentes méthodes, etc. Et là, on peut dire que c'est le cœur même de l'enseignement du Bouddha, c'est d'essayer de transformer la vase en lotus. Voilà, merci beaucoup. C'était juste un petit rappel de tout ça. Et nous continuerons la prochaine fois. Merci beaucoup et à bientôt.